Un micro, it's so professional. Merci à tout le monde d'être ici. On est full house, il y a des gens debout. Je suis vraiment, vraiment fébrile de tous vous voir parce qu'on a eu une journée qui a commencé vraiment mal. Et j'avais de la misère à me mettre dans un minding de célébration, puis d'être ici et de parler d'insectes parce que je me disais, OK, c'est quoi la place que les insectes ont en ce moment dans ce qui se passe dans l'actualité? Mais justement, je crois que c'est un bon moment pour essayer de retrouver de l'espoir et de l'inspiration dans les petites choses puis l'émerveillement. Et j'espère que ça va fonctionner pour vous, puis un peu baisser l'anxiété le temps d'une petite heure. Je vais pratiquer mon clicker que je n'ai pas encore pratiqué. Wouh! Merci! Okay. J'aimerais vraiment commencer en remerciant les personnes qui ont fait en sorte que cet événement a lieu. Donc, en commençant par GSM, l'entreprise pour qui je travaille, ça fait vraiment chaud au cœur de se faire encourager, supporter dans nos projets extracurriculaires de job. Puis aussi, je voudrais remercier Zamalek et Maté Libré de nous offrir les rafraîchissements et évidemment la Maison de développement durable de nous recevoir ici. Justement, est-ce que, Marie-Ève, tu voudrais dire un petit mot? Yes, it's your cue. J'ai pas beaucoup de voix, fait que je parlerai pas longtemps, mais moi, je voulais juste souhaiter la bienvenue puis remercier Camille aussi de nous avoir approchés avec une si belle exposition extrêmement pertinente. Et puis, je voulais remercier nos partenaires Hydro-Québec et Desjardins qui nous permettent de faire des soirées comme ce soir gratuitement pour vous. Donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux puis à vous abonner à notre infolettre. On a une programmation qui est en grande partie gratuite grâce à eux et on offre tout plein de contenus, conférences, ateliers et des expositions comme ce soir. Donc, merci d'être là puis bonne soirée. Merci. Donc, c'est ça, c'est vraiment un plaisir de rassembler, je ne sais pas, on est peut-être une 60, 70 personnes ce soir. Vous êtes tous des gens que j'ai rencontrés, soit la famille, soit des amis de l'université, du cégep même, de la maîtrise. Puis c'est tous des gens que j'ai rencontrés à différents stades aussi de ma relation avec les insectes. Et ce soir, j'ai envie de prendre un moment pour parler de cette démarche-là. Pourquoi une designer graphique vient faire une exposition sur les insectes? C'est le genre de question que ma grand-mère me demande. Elle est comme, me semble que ça fait pas longtemps que tu tripes sur les insectes. En effet. Donc, dans un premier temps, je vais prendre un moment pour parler de cette relation-là qui est assez naissante. Puis par la suite, je vais vous parler un peu plus dans les détails de cette exposition-là. Puis c'est important pour moi quand même de prendre le moment de parler du processus créatif parce qu'en soi, c'est vraiment une boîte noire, la création. On a l'impression qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas et que si on n'arrive pas à faire ça demain matin, ben c'est qu'on n'est pas fait pour créer. Alors, de montrer un peu ce qui se passe en arrière-scène, les différentes étapes, ça fait que ça devient un peu plus accessible. Je suis désolée, il faut que j'aille des petites notes. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler du processus, puis dans un deuxième temps, je vais inviter une bonne amie à moi et entomologiste, Jennifer Di Almeida, biologiste et spécialisée dans l'étude des insectes. Et dans cette deuxième partie-là, on va pouvoir soit répondre à des questions par rapport à la première partie, mais aussi juste rentrer un peu plus en profondeur dans le monde fascinant des insectes parce qu'il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses fascinantes à apprendre. Puis ça va être un beau moment aussi de poser des questions peut-être que vous n'avez jamais eu la chance parce qu'on ne croise pas tous les jours une entomologiste. Donc, on se lance. Ah oui, je voulais prendre un petit moment. Là, c'est peut-être un peu loin pour vous, là, mais c'est écrit « Keep calm and watch the ants slowly cut down leaves and flowers and try not to think too much about the results of the US election. » J'avais réussi à vous faire oublier, puis là, ensuite, je vous le refais, mais... puis je trouvais que c'était vraiment... de circonstance. C'est un ami qui s'appelle Charles Étienne de l'Insectarium qui a publié ça.
Et quand je l'ai vu, j'ai fait « OK, ben c'est pour ça qu'on a la soirée de ce soir, c'est pour ça qu'on a le vernissage. Il y a tellement de choses qui se passent, mais quand tu te ramènes au plus petit et tu fais juste l'observer, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose de vraiment apaisant. » Je connais pas mal tout le monde qui est dans la salle, presque, mais vous, entre vous, vous connaissez pas. Donc, j'aimerais qu'on prenne juste une petite seconde pour que vous puissiez vous introduire à quelqu'un que vous ne connaissez pas, peut-être en mentionnant votre nom et de dire comment vous me connaissez. Go! 3, 2, 1. All right. Ben, je trouve ça magnifique parce que ce qui vient de se passer là, c'est le début, en fait, de potentielles relations. Et c'est beaucoup la thématique de ce projet-là, les relations. Il y a un auteur qui s'appelle Emmanuel Delannoy qui dit « Il n'y a pas une crise du vivant, il n'y a qu'une crise de notre relation au vivant. » Et ce projet s'inscrit exactement dans cette optique-là. Oui, la biodiversité est très résiliente et va nous surpasser, mais c'est aussi la façon que nous, on la regarde, la perception qu'on a par rapport à elle qui fait en sorte qu'on se retrouve dans la situation qu'on est actuellement. On commence par le commencement. Pourquoi je m'intéresse aux insectes? Ma grand-mère qui me dit « Voyons, t'es encore là-dessus? Tu tripes encore sur les insectes? » Ouais. Mais c'est assez récent. Au départ, je vous dirais, de ma naissance jusqu'à maintenant, je voyais les insectes un peu comme une menace, un peu comme tout le monde finalement. Tu sais, quelque chose qui existe, mais que tu n'as pas trop d'intérêt. En fait, c'est un petit peu achalant, c'est autour de tes bières. Tu voudrais qu'ils disparaissent, tu sais. Mais en 2018, j'ai fait mon projet de fin d'études à l'université à l'UQAM, le PDFE, ça s'appelle, et on devait construire quelque chose, on avait carte blanche. C'est super intimidant parce que tu te dis, OK, c'est ma carte de visite, je dois montrer de quoi je suis capable pour aller chercher une job en tant que designer graphique. C'était quand même assez périlleux comme aventure. Puis là, je me suis dit, OK, je sais que j'ai envie de faire quelque chose autour de l'innovation, mais je ne sais pas exactement quoi. Donc, je commence à faire des recherches et là, je tombe sur un terme qui s'appelle le biomimétisme. Le biomimétisme, bio et mimétisme, bio veut dire vivant, mimétisme, imiter. Ça consiste à imiter les processus, l'ingéniosité de la nature, puis l'appliquer sur l'échelle humaine. Et là, ça a été une révélation, un aha moment. Parce que je me suis dit, OK, l'innovation, dans le fond, c'est pas strictement de l'ordre de l'humain, en fait. La nature, qui est un énorme laboratoire de 3,8 milliards d'années, c'est elle qui a les capacités de nous montrer comment on s'adapte à nos différents environnements. Donc, parfait. C'était ça mon premier projet. Donc, dans le cadre du projet de fin d'études, j'ai commencé à m'inspirer des insectes, plus au niveau de la forme et des couleurs. J'en ai retiré une palette de couleurs pour créer une identité graphique pour un festival qui s'appelait EXA. EXA continue à vivre aujourd'hui, mais sous une différente existence, puis je vais pouvoir en parler un peu plus. Et donc, c'était vraiment comme les premiers débuts de ma fascination pour les insectes. Ma relation à ce moment-là était très de l'ordre de l'esthétique. C'était assez en surface, je dirais même superficiel. Je les trouvais beaux et c'est tout. Mais il faut dire que c'était ma première rencontre avec les insectes. Ça a commencé par un peu une carotte au bout du bâton, je trouve ça beau, et c'était le début de quelque chose. Pendant ce projet-là, un peu le chemin de pensée qui était derrière, c'était, OK, j'ai envie de prendre des photos d'insectes, mais souvent, c'est de la macrophotographie. On est tellement proche de l'insecte qu'on oublie que c'est un insecte à proprement parler. Donc, on arrive à séparer notre perception de ce qu'on voit. Et
ça permet de redécouvrir la beauté dans ce qu'on trouve qui est laid et à redéfinir notre relation avec eux. Donc, ce que vous voyez là, ce chemin de pensée, c'était un peu l'idéologie derrière ce projet-là à l'époque, qui aujourd'hui s'applique à ce que je fais pour le projet Entomofonte. Et là, passer de l'inspiration à pourquoi en 2024, je vous parle des insectes, il y a eu comme un changement au niveau de ma relation. Donc, on passe de l'inspiration à la protection. Puis, comment ça s'est fait? Le COVID est arrivé et ça a été le moment de réaliser que nous, les humains, on n'est pas au top de la pyramide, que s'il y a quelque chose qui se passe autour de nous, si on est en train de couper la branche sur laquelle on est assis, ben, c'est qu'on a une relation à la nature qui est complètement défectueuse, pas juste défectueuse, mais destructrice. Et ça a été comme le wake-up call de dire « Ah, OK, on est à l'époque anthropocène, on est en train de brûler toutes les ressources qu'on a autour de nous, mais we're still buying shoes. » Donc, ça a été vraiment comme une réalisation. Et ce qui a fait en sorte que mon métier de designer graphique, qui était de œuvrer dans produire du matériel pour vendre du jus de pomme ou des yogourts ou annoncer une nouvelle voiture, bien, ça avait complètement plus de sens à proprement parler. De continuer des activités vraiment de l'ordre mercantile était déconnecté de ce qui se passait avec tous les feux qu'on avait en Grèce, en Californie, puis même ici au Québec, en fait. Cette personne-là s'appelle Jacques-Yves Cousteau, qui a dit une phrase à ce moment dans ma vie qui m'a marquée en 2020. « On aime ce qui nous émerveille et on protège ce que l'on aime. » C'est quelque chose de très simple, mais qui était comme le début d'une réalisation de comment moi, en tant que designer, je peux œuvrer pour des enjeux qui sont plus importants que de vendre des yogourts. Donc, ce qu'il dit, en bref, c'est qu'on aime ce qui nous émerveille. Donc, on commence en premier par l'émerveillement. Par la suite, il y a comme un sentiment d'appréciation et de care qui se développe. Et lorsqu'il y a ce sentiment de care qui se développe, bien, on a comme envie de le protéger puis de l'aimer. Et quand on l'aime, bien, on va faire en sorte qu'on puisse créer une espèce de safe space autour. Et cette femme qui s'appelle Jane Goodall, sûrement que plusieurs personnes dans la salle, vous la connaissez, c'est une environnementaliste scientifique qui a dit quelque chose aussi semblable. Donc, tout ça pour dire que ce genre d'idéation, cette réflexion, est vraiment appliquée dans non seulement la protection de l'environnement, mais je trouve qu'elle devrait vraiment sortir et décloisonner de strictement la biologie. Donc, elle dit « Only if we understand, we will care. Only if we care, we will help. Only if we help, shall all be saved. » Donc, encore une fois, il y a ce processus de se dire, on commence par s'intéresser à la chose, le care. Ensuite, on développe une appréciation. Et par la suite, quand on commence à le comprendre, on va commencer à l'aimer. Tantôt, lorsque je vous ai dit, rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas autour, c'était le début d'une nouvelle relation. Donc, vous êtes échangé un nom. Bonjour, moi, je suis X, je connais Camille de tel endroit. Et c'est ça, c'était le début de découvrir une nouvelle personne, puis aussi de nommer. Et avec ça vient l'importance. Quand on nomme, on réalise l'importance, en fait. Donc, en 2020, j'ai commencé à m'éloigner de mon métier de designer graphique. Et là, je me suis dit, j'ai envie de faire une maîtrise. Puis dans ce processus de réflexion, j'ai commencé à regarder dans toutes sortes de directions. Et c'est là que, entre autres, j'ai fait un stage aux Amis de l'Insectarium. C'est là que j'ai fait affaire avec une équipe de scientifiques pour développer un bioplastique à partir d'asclépiades, que j'ai suivi des formations en ligne, que j'ai participé à un BioBlitz, pour faire le dénombrement, est-ce qu'on dit ça? Dénombrement? L'inventaire des insectes dans un espace. Puis c'était aussi la première fois que je faisais une petite présentation sur les insectes sociaux puis l'ingéniosité derrière, puis pourquoi un designer s'intéresse à ça. Et finalement,
le 4e stade de ma relation, le sujet d'étude. Donc, en 2021, j'ai commencé à faire une maîtrise en design, mais qui s'intéresse au design qui valorise les insectes. Puis, je voudrais aussi saluer mon professeur de maîtrise qui est là, Hassan, qui m'a beaucoup aidé à réaliser qu'il n'y avait pas juste un lien très superficiel avec les insectes, c'est pas juste parce que je les trouve beaux, mais aussi de se préoccuper de quelque chose qui est aussi petit et d'en voir la beauté. Ça a comme reflété quelque chose de très thérapeutique pour moi, qui est aussi d'accepter ce qui est là à l'intérieur de moi. Bref, il y avait toute cette espèce de rapport que je trouvais quand même en dehors de ce que j'aurais pu m'imaginer en premier lieu de pourquoi je m'intéresserais aux insectes. Et à ce moment-là, ça a été la concrétisation de si on veut continuer de s'intéresser à la nature, si on veut continuer de tirer de l'inspiration de la nature, il faut la protéger. Et si moi, je dois continuer à œuvrer dans l'innovation, il n'y a pas meilleur mentor que la nature. Donc, à partir de ce moment-là, en tant que designer, j'avais envie de tout ce que j'avais comme activité de conception, c'était de concevoir pour, par et avec la nature. Donc, ce qui nous amène au dernier stade de, jusqu'à présent, de ma relation avec les insectes, qui est de la source d'émerveillement, qui nous amène ici, en Tomofonte. Donc, je prends un moment, comme je le disais en introduction, pour passer au travers de ce processus de création parce que, pour moi, ça me permet de partager ce que j'ai appris, mais aussi de peut-être semer une petite graine chez quelqu'un qui se dit « Ah, je suis pas bon dans ci, je suis pas bon dans Photoshop, je suis pas bon dans rien, je suis pas bon en dessin. » Bien, peut-être qu'il y a plus de compétences que tu as, que ce que tu penses avoir. Donc, pour mettre en contexte, ce projet-là est né dans l'ordre d'un... pardon, je me suis dit. OK. Le contexte, c'est le 36 Days of Type. C'est un challenge sur Instagram qui a lieu une fois par année et c'est ouvert à tous les designers, les illustrateurs, n'importe qui, en fait. Et on suit un calendrier très précis. À chaque jour, on doit créer une lettre, un caractère. Et la raison derrière ça, c'est de se dire, OK, on est des créateurs, mais bien souvent, on crée avec des pressions, avec des mandats, des briefs. Et là, c'est de se dire, j'ai envie de créer n'importe quoi juste pour le plaisir de le faire. Donc, en théorie, ça prend 36 jours, faire les 36 caractères. Mais entre vous et moi, ça m'a pris 154 jours. Première étape, la recherche d'images. Pour ça, en premier lieu, j'ai pris des images qui venaient d'un livre qui s'appelait Macrophotography de Levin Biss. C'est mon copain qui me l'avait donné. Et donc, je commence ma petite affaire. Je prends la lettre, je fais un peu du copier-coller, du petit raboutage. Et rendu à la 11e lettre, je pense que c'est le L, je reçois un message de cette personne-là, Levin Biss, qui habite au UK. Et il me dit, en gros, s'il te plaît, arrête de détruire mon travail. Je trouve ça... si tu es vraiment un artiste, tu pourrais faire tes choses par toi-même, etc. Je vous partage ce petit fait-là parce que on vit tous des choses, chacun de notre côté, quand on crée, des choses qui sont des obstacles qui peuvent arrêter et freiner notre créativité. Et on a l'impression que ça arrive juste à nous, que les autres, ça fonctionne bien, qu'il n'y a jamais de pépins. Ben non, shit hits the fan, comme on dit. Et c'était vraiment dommage parce que là, je me suis dit, bon, c'était la première fois que j'exposais mon travail, que je faisais preuve un peu plus de vulnérabilité. Et là, on m'a comme coupé l'herbe sous le tapis. OK. Ça m'a pris une petite journée, puis ensuite, je fais non, c'est correct. Je suis repartie d'une banque d'images qui provient du USGS, qui est le département de géologie aux États-Unis, qui est une banque libre de droit. Et à partir de ce moment-là, je pouvais prendre les images, les modifier à ma guise, les vendre, bref. Je pouvais faire ce que je voulais, puis c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai pu faire le projet qu'on voit. Après la recherche d'images, il y a l'esquisse et par la suite, la construction. C'était important pour moi à ce moment-là, lors de la sélection de l'image, que j'essaie le moins possible de déformer les lettres pour qu'on puisse quand même
sentir qu'il y a un insecte derrière, même s'il n'y a pas de tête ou de... il y a des pattes parfois, mais qui restent dans un contexte assez mystique. Après la construction, on a la rédaction des textes. Ça a été la partie qui m'a pris plus de temps. Je ne suis pas biologiste en premier lieu, mais à ce moment-là, je faisais des études à la maîtrise, donc la recherche, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. C'était tellement important pour moi d'accompagner chaque lettre d'un texte parce que, comme je le disais en introduction, on commence par l'émerveillement, puis par la suite, lorsqu'on crée une première accroche, on amène les gens à peut-être s'intéresser à ce qu'ils voient, à lire et ainsi de suite. Publication sur Instagram, parce que si ça reste juste de mon côté, il n'y a pas d'effet. Et... oups! Et voilà, donc les constats majeurs de ce projet-là ont été au-delà de ce que j'aurais pu croire. Dans un premier temps, je pense que ce qui m'a le plus fait du bien, c'est de juste retrouver le plaisir dans la création. Pour moi, le design graphique, c'était très stressant. Je voulais toujours renouer, faire preuve de nouveauté constamment. Puis cette pression peut vraiment peser puis nous enlever le plaisir de créer. Et là, c'était juste du pur plaisir à chaque fois, de un. Et de deux, de voir la réception chez les gens, de voir que les gens étaient intéressés par les caractères, qui avaient envie d'en apprendre plus, qui avaient même envie d'accrocher certains caractères chez eux, d'avoir des insectes accrochés sur leur mur. C'était merveilleux. Puis, en fait, de vous voir tous ici ce soir, ça me remplit encore plus. Donc, je voudrais juste terminer en vous remerciant encore une fois, puis continuons de s'émerveiller parce que c'est comme ça qu'on continue à avoir un petit peu d'espoir. Merci. Donc, je vais inviter Jennifer à monter sur la scène. Puis, pour cette deuxième partie, j'ai préparé des questions, mais j'ai vraiment envie aussi de vous laisser l'opportunité de poser des questions de n'importe quel ordre. Ça n'a pas besoin d'être scientifique, ça peut être juste pourquoi tu aimes ça. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser une question. Allô? Est-ce que ça... Bonjour. Donc, Jennifer et moi, on s'est rencontrés à la Nuit des chercheurs à Espace pour la vie, qui arrive bientôt, en passant. Ça revient à chaque année. Là, je pense que c'est le 13 novembre. Et c'est vraiment exceptionnel parce que c'est une des rares occasions dans la vie qu'on peut être en contact direct avec les scientifiques puis leur poser des questions sur leurs recherches. Donc, j'ai rencontré Jennifer qui me montrait un mille-pattes géant d'Afrique. Oui, exact. Donc, si tu veux t'introduire un peu plus, je te laisse le micro. Oui. Bonjour. Rapidement, pour mon parcours, moi, je suis entomologiste. Donc, je suis diplômée d'études en biologie avec une spécialité sur les insectes. J'ai fait ma maîtrise et mon bac à l'UQAM. J'ai toujours travaillé plus en lutte biologique, donc essayer de diminuer les pesticides en agriculture. J'ai travaillé très longtemps dans un centre de recherche dans ce but. Donc j'ai une bonne connaissance des interactions plantes-insectes et très très tôt dans mon parcours, j'ai voulu qu'on reconnaisse les insectes comme des animaux en tant que tels, donc ils aient les mêmes statuts de protection. C'est ça, mon amour pour les insectes m'a amené après une dizaine d'années à travailler à l'Insectarium de Montréal. Donc j'ai travaillé pendant près de 5 ans à l'Insectarium. J'étais dans le département de collection et recherche, donc j'élevais des insectes, je les étudiais. Là, excusez-moi, ma petite, elle me déstabilise, elle est morte de rire. Excusez-moi. Oui, donc j'élevais les insectes. Avec toute l'équipe de recherche, on a créé le nouvel insectarium, donc choisi les nouvelles espèces à présenter, mais c'était toujours dans l'esprit de considérer les insectes comme des animaux, de leur donner plus de place. Et l'insectarium, c'était vraiment le porte-parole pour ça, c'est-à-dire créer de l'émerveillement. Donc, on y allait avec des insectes qui étaient très gros, très colorés, pour que
quand un visiteur arrive, il ait vraiment une relation avec l'insecte, qu'il le voit, qu'il puisse quand on regarde un insecte très très gros et qu'on arrive à le voir dans les yeux, on se rend compte que c'est un animal, c'est pas juste un tout petit point noir là sur le coin de notre table. Donc, c'est ça aussi que j'aimais créer avec l'insectarium, cette relation avec les insectes. Et là, depuis un an, donc là, j'embrasse de nouveaux défis, donc toujours dans le but de faire plus pour les insectes, qu'ils soient vraiment reconnus comme des animaux au niveau des lois environnementales, parce que c'est toujours pas le cas. Donc là, je travaille maintenant chez WSP dans une compagnie d'évaluation environnementale, où je suis la première entomologiste à être engagée au monde. Au monde, oui, c'est une compagnie à travers le monde. Parmi 700, j'ai regardé, je pense que c'est 736 000 employés. Ou 73 000, en tout cas, c'est un gros nombre à travers le monde. Oui, c'est ça. Donc, je suis la première entomologiste. C'est comme ça quand j'ai appliqué. C'est ça, quand j'ai appliqué, c'est vraiment ça que j'ai mis de l'avant, le fait que comment est-ce qu'on peut faire de l'évaluation environnementale, évaluer, faire des inventaires fauniques et ignorer 80% du règne animal en disant « Ah ben oui, il y a des espèces de tortues, il y a des espèces de couleuvres rares, mais les insectes, on les ignore. » Donc là, ça fait 1 an que je travaille là-dessus. Puis pour compléter avec ce que tu dis, une des statistiques que je trouvais quand même fascinante à apprendre, c'est que pour chaque être humain sur la Terre, il y a 1 milliard d'espèces d'insectes, d'individus, pas d'espèces, d'individus. C'est très difficile à évaluer, mais oui, les chiffres sont toujours astronomiques. Ouais. Mais c'est très difficile à évaluer, mais oui. Mais tout ça pour dire qu'en termes de biomasse, donc si on regarde tout le poids sur la Terre entière, le poids des humains versus le poids des insectes, même le poids du bâti, les humains sont grands comme... La ligne est grande comme ça. Et les insectes... grosse comme ça. C'est incroyable. Dans un graphique, là, la biomasse des insectes. Fait que là, tu dis, ils sont pas là, on les voit pas, ils œuvrent, mais ils œuvrent tellement dans l'ombre, ils existent, mais ils sont partout. C'est juste qu'on n'en a pas vraiment compte. Puis ça m'amène peut-être à poser la première question de pourquoi on devrait se préoccuper des insectes. Pourquoi c'est important? Alors, je peux vous en parler pendant 1 heure, mais je vais faire ça en 1 minute. En fait, les insectes sont à la base de la chaîne alimentaire, donc que ça soit au niveau aquatique ou au niveau terrestre. Donc, c'est comme si on enlevait, si les insectes disparaissaient, on enlevait la base de la chaîne alimentaire. Ça veut dire que les reptiles, les amphibiens, les oiseaux insectivores, les petits mammifères insectivores vont être amenés à disparaître. Donc, ça, c'est à la base, mais aussi, les insectes sont les filtreurs de l'eau et des rivières. Donc, pour que vous ayez de l'eau fraîche, de l'eau pure, ce sont les insectes qui les filtrent. Ce sont les insectes qui décomposent les sols. Ce sont eux qui aèrent le sol. Ce sont eux qui pollinisent entre 70 et 90% des plantes sur Terre, des plantes à fleurs. Donc, je peux en énumérer d'autres, mais c'est déjà beaucoup. J'ai fait un tour, je ne sais pas si tu es allé au Gildan Center à New York. Non. Ils ont fait c'est un musée d'histoire naturelle, puis ils ont tout refait à l'intérieur, vraiment comme si on était à l'intérieur d'une fourmilière. Et il y avait des statistiques, puis à ce moment-là, ils parlaient que si, disons, les oiseaux venaient à disparaître, on pourrait continuer à vivre. Si les mammifères, tous les mammifères disparaissaient, on pourrait continuer à vivre. Mais pas si les insectes disparaissent. Si les insectes disparaissent, c'est la fin de l'humanité. Et quand j'ai compris ça, en 2020, lorsque j'ai eu mon éveil, j'ai fait « Ah, OK, il faut qu'on s'en préoccupe un peu plus, là. » Parce que c'est pas comme « Ah, OK, oui, parce que sans sol fertile, sans eau potable, sans plantes dont on peut se nourrir, on n'est pas grand-chose. On peut pas pêcher, on peut pas manger de fruits et légumes, on peut pas se baigner. Bref, j'ai commencé à penser à un projet, une espèce un Google search. Et là, de se dire, OK, on rentre une activité et de voir à quel niveau les insectes sont impliqués. Bien, ils sont impliqués dans pratiquement tout, en fait. Et pourquoi, toi, ça te fascine, les insectes? Pourquoi tu aimes ça? Ça a commencé quand même jeune, avec les coccinelles, juste parce que je trouvais ça beau. J'adorais les coccinelles au début, j'avais 16 ans, je trouvais ça très beau, mais rapidement, ça m'a fascinée parce que
Habituellement, quand un insecte se pose sur nous, les gens sont effrayés, et puis ça les dégoûte. Mais les coccinelles, ils étaient contents, fais un vœu. Puis je ne sais pas pourquoi, mais les coccinelles, ça fascinait les gens, ils trouvaient ça beau. Puis je me suis dit, il y a au moins, on peut y aller comme en émerveillant les gens, les intéressant. Quand les insectes sont beaux, il y a quelque chose. Donc, c'est un peu comme ça que mon amour des insectes a commencé avec les coccinelles. Et ensuite, rapidement, à 19 ans, j'ai commencé mes études à l'UQAM. Et puis, un mois après, j'ai travaillé dans un laboratoire de lutte biologique et je m'occupais des élevages d'insectes. Donc là, il y avait des coccinelles, il y avait des fourmis, plein de colonies de fourmis, des pucerons. Donc là, j'ai été vraiment initiée à tout le monde des insectes. Puis moi, ce que j'aimais, c'était de voir toute la diversité, toutes les couleurs, mais aussi les comportements. Parce que quand on n'a pas la chance de côtoyer des insectes, d'être dans un élevage d'insectes, d'être dans un musée ou même de vraiment s'y connaître, on voit un insecte un peu comme un objet, un point noir qui vole. Mais quand on prend le temps de l'observer sous une loupe ou de prendre le temps de le photographier, on se rend compte qu'il a vraiment des comportements comme n'importe quel animal. On le voit faire sa toilette, il va dormir, il va s'occuper de ses petits, il va aller chercher à manger, il va hiberner. Donc, moi, ça me fascinait d'en apprendre tous les jours. Et il y a tellement peu de gens qui s'intéressent aux insectes que tous les jours, on en découvre, que tous les jours, on découvre des nouvelles espèces, des nouveaux comportements. Moi, ça fait quand même longtemps que je fais ça et je me considère vraiment pas comme experte parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Et tous les jours, sous mon binoculaire, je découvre des nouvelles structures, des nouveaux animaux que j'ai jamais vus. Parce que je pense qu'on connaît que 11% des espèces. On connaît à peu près 1/10, oui, c'est ça, à peu près 10% des insectes. Ouais. Donc, il reste 90% à peu près à découvrir qu'on n'a aucune idée de leur existence. Oui. Puis en plus, sur les 10% à peu près qu'on connaît, souvent, on connaît le nom. Donc, on l'a identifié, on l'a nommé, on a un nom latin, on sait dans quel pays il vit, mais on ne connaît rien, ou presque, de son comportement, de son taux de reproduction, de combien de temps il hiberne, combien de temps, c'est quoi sa longévité. Donc, même, je prends un exemple tout simple. Moi, ma spécialité, c'est les coccinelles. Je pourrais vous en parler longtemps. Et les coccinelles au Québec, on a l'impression que c'est très connu, mais non, il y a environ 78 espèces de coccinelles au Québec. Il y en a 10 qu'on connaît bien parce qu'elles sont utiles en agriculture. Donc là, il y a de l'argent qui est mis dans la recherche, on les étudie. Toutes les autres, on n'a aucune idée de leur cycle. On connaît très peu sur même les stades de larves avant d'être adultes. On ne connaît pas leur reproduction. On ne sait pas où est-ce qu'elles hibernent l'hiver. Et pourtant, on est au Québec, on étudie quand même beaucoup les insectes. Donc, il y en a beaucoup à apprendre tout le temps. Puis c'est dommage, en fait, qu'il y ait cette espèce de séparation entre les humains et la connaissance des insectes parce qu'on s'empêche d'accéder à une bibliothèque incroyable d'inspiration, de connaissances. Je parlais de biomimétisme plus tôt, puis le biomimétisme dit que chaque espèce est la nature en général est une bibliothèque. Chaque espèce est un livre et chaque caractéristique de cette espèce est un chapitre. Et donc, en ce moment, de voir l'extinction de la biodiversité, c'est une quantité phénoménale de connaissances qui part en fumée. Si je peux... Oui, vas-y. Oui, non, si je peux poursuivre là-dessus. Oui. Quand on dit qu'on protège ce qu'on connaît, mais les insectes, on ne les connaît pas. Donc, on ne les protège pas. Et souvent, ce qui est le plus difficile dans notre métier en tant qu'entomologiste, c'est que quand le gouvernement commence à s'intéresser en disant « Ah, on va mettre une espèce d'insecte sur les listes d'espèces protégées ». On commence à le faire à peine, mais on ne sait même pas laquelle mettre, parce qu'on ne s'y est jamais intéressé avant. Ça fait que là, on a une espèce et on se dit « Est-ce que c'est normal que sa population soit basse? Est-ce qu'avant, la population était beaucoup plus élevée? Et puis, si on veut la protéger, mais on protège quoi? On ne sait même pas de quelle plante il se nourrit, on ne sait pas c'est quoi son habitat, c'est quoi son aire de répartition. Donc, comme on ne les a pas étudiés ou que c'est assez récent, mais on a beaucoup de difficultés à les protéger parce qu'on ne sait pas ce qu'on protège, en fait. On veut protéger un insecte, mais on ne connaît rien autour. Donc, quand je dis on peut protéger ce qu'on connaît, c'est ça. Et tant qu'on n'a pas chiffré, qu'on n'a pas mis une valeur monétaire, il n'y a pas beaucoup de... les biologistes, les amoureux de la nature vont s'y intéresser, mais en dehors de ce scope-là, ça perd de l'intérêt. Mais à la seconde qu'on commence à dire « Ah, la pollinisation équivaut à 57 milliards de dollars par année aux États-Unis. Ah,
OK, là, on s'y intéresse parce que là, on se dit, OK, c'est 57 milliards qu'on va devoir sortir d'un autre budget. Est-ce que quelqu'un aurait une question dans la salle pour briser la glace? OK. Une question? Oui, oui. Pas besoin de micro, mais comme enseignante, je vous écoute et je me dis pourquoi, dès qu'on est jeune, on a peur d'un insecte. C'est parce qu'on n'y va pas assez, on n'a pas assez de connaissances. Ou moi, j'avais un mari qui me disait, fais pas peur aux enfants, parce que moi, j'avais peur des insectes. Et j'ai peur des bébites, comme on dit. Alors, de quelle façon que dès qu'ils sont jeunes, qu'on peut leur faire aimer, comme on voit Camille qui en mange presque de... Oui, les grillons en soie. Oui. Et peut-être qu'on devrait être beaucoup plus positif devant un insecte. Puis vous me parlez d'une coccinelle. J'ai une petite fille qui m'aidait dans les plates-bandes. Puis à un moment donné, je la perdais. Elle analysait les coccinelles, puis elle me disait, regarde, grand-maman, ils sautent, ils sont rouges, ils sont... De quelle façon? Elle n'avait pas peur. Puis moi, je me retenais parce que moi, j'avais peur. Mais je pense, juste pour faire une petite modification, c'est que je ne pense pas qu'un enfant ait naturellement peur d'un insecte. En général, quand les enfants sont petits, ils sont intéressés, surtout que c'est à leur hauteur, c'est par terre, c'est à la hauteur de leurs yeux. Ils vont avoir tendance à même manipuler l'insecte, manipuler les vers de terre aussi, pas juste les insectes, tous les arthropodes, toutes les petites bêtes. Je pense que vraiment la peur, elle est acquise par la société dans laquelle on vit. Il y a des pays où les enfants n'ont jamais peur des insectes tout au long de leur vie. C'est très occidental comme peur des insectes. Donc, c'est vraiment en grandissant, la peur inculquée par l'entourage. Donc, en tout cas, un enfant aime naturellement les insectes. J'ai réussi jusqu'à maintenant à faire adorer les insectes à mes 2 enfants. J'espère que ça va durer. Mais c'est en leur parlant, mais c'est surtout en les amenant dans la nature, puis en leur montrant. Moi, je sais que je le faisais souvent. Par exemple, je vais dans le champ, j'attrape un scarabée japonais, j'attrape une menthe religieuse, je la mets dans un pot au centre de table. Ça va être notre centre de table pour la journée. On mange devant, on l'observe, et puis là, on regarde, il se lave, il fait ceci. Puis le lendemain, je le libère. Je n'ai pas besoin de le garder une semaine, là, mais juste de la voir sous les yeux, de la voir de près. Ça émerveille les enfants. Puis là, j'ai essayé d'en amener souvent des différents aussi. Donc, c'est vraiment, je pense, le fait d'en apprendre, de les nommer, de savoir l'identifier. C'est sûr que si on sait l'identifier aussi, on lui donne un nom, on sait ce qu'il mange, on connaît son comportement, on peut le prendre, on se rend compte qu'ils ne sont pas méchants. Donc, l'enfant n'aura pas peur et n'aura pas cette peur qui va se développer. C'est vraiment autour de nous, c'est acquis. C'est mon opinion. Je pense que je ne suis pas la seule à partager, mais je ne veux pas... Trop tard? Non, il n'est jamais trop tard. Je vous assure. Personne? En avant ici, les jeunes, quelque chose? Madame, ici? Avez-vous une question? Oui. Est-ce qu'il y a des insectes dont il faut se méfier, comme par exemple la tique? Il y a des insectes au Québec, très peu quand même, mais qui peuvent apporter des maladies. Donc oui, comme la tique qui peut apporter la maladie de Lyme. Alors il y a une espèce de tique, je pense. Il y a une espèce de tique qui transmet la maladie de Lyme sur toutes les espèces de tiques qui existent au Québec. Hormis cette espèce, non, là... Je ne saurais pas répondre à cette question, je suis désolée, je ne veux pas dire de bêtises, mais à ma connaissance, non, à moins d'être importé, mais...
il y avait une chose qui m'avait quand même marqué l'imaginaire, puis c'est André Philippe, qui est dans la salle, qui avait dit ça, allô, qui travaille à l'insectarium, puis il avait dit que pour que, puis je veux pas te quoter de la mauvaise façon, mais pour que la transmission, qu'il y ait une maladie qui se transmette à la personne, il faut que la tique soit sur toi pendant un bon nombre de temps. Depuis 24 heures au moins. Oui, exact. Donc, je crois que ça diminue beaucoup les chances de... C'est ça, donc il y a une espèce de tique qui transmet la maladie. Est-ce que tu veux rajouter? Depuis 24 heures sur soi, donc... Là aussi, quand on sait ça, la peur diminue aussi. On n'a plus peur de se faire piquer à chaque fois. Mon ancien collègue. Allô, tout le monde? J'ai pas de correction à faire. C'est ça, c'est la tique à pattes noires qui transmet la maladie de Lyme, qui peut la transmettre. Puis effectivement, se faire piquer par une tique, c'est pas la fin du monde. Il suffit d'avoir les bons réflexes puis de l'enlever rapidement. Puis c'est ça, de la façon. On peut aller en pharmacie, là, il y a des kits pour se les faire enlever. Puis le bénéfice à passer du temps dehors avec les insectes dépasse largement les risques pour la santé que certains d'entre eux représentent. Mais oui, on a de la chance au Québec, il n'y a pas beaucoup d'insectes nuisibles. Allô. Une question. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, les humains, pour enrichir cette biodiversité d'insectes, autre de ne pas les tuer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les stratégies? C'est une super question. Si vous voulez aider, moi je dirais que la première chose à faire, c'est essayer de diversifier la végétation le plus possible partout où vous pouvez. Vraiment semer des plantes indigènes. On enlève le gazon partout où on peut enlever le gazon. On sème des arbustes, on installe des arbustes, on sème des plantes. Donc tout ce qui est diversité végétale, ça aide énormément. Comme je disais aussi, des plantes indigènes. Je pense que j'ai déjà dit, excusez-moi. Ça, c'est dans un premier temps, donc diversifier l'habitat. Le deuxième temps, ça peut être plein de petites choses comme, mais c'est sûr, éviter de mettre des herbicides, des insecticides, des fongicides, tout ce qui est produits chimiques qui pourraient leur nuire. Ça va être d'éviter d'enlever les feuilles au sol à l'automne parce que la litière des feuilles, ça crée un tapis sous lequel énormément d'insectes vont hiberner. Donc, par exemple, je parle des coccinelles, j'en parle souvent des coccinelles. Les coccinelles passent l'hiver au Québec, donc elles vont hiberner sous la litière des feuilles, au pied d'un arbre. Et si on ramasse toute la litière des feuilles, elles ne pourront pas survivre à l'hiver. Donc, c'est plein de petites choses comme ça. En fait, c'est de laisser faire la nature et d'y toucher le moins possible, de la diversifier. Il y a sûrement beaucoup d'autres exemples, mais déjà, juste ces 3 choses, c'est énorme. Bonjour, je m'appelle Liliana, artiste, et vraiment, j'ai adoré la présentation. J'aime beaucoup la manière que tu t'exprimes et de voir le design thinking et le processus derrière le projet. Et ma question, c'était « What's next? » Est-ce que je peux? Je pense que le prochain projet qui va être le plus faisable, c'est de transformer Entomofonte en un projet pédagogique pour les enseignants. J'ai fait le Salon des insectes en mars et j'ai 3-4 enseignants qui sont venus me voir qui m'ont dit « Hey, moi, je capoterais à voir ça dans ma classe, de pouvoir enseigner l'alphabet à mes élèves avec ça. » Donc, pour le moment, c'est du contenu plus adressé aux adultes parce qu'il y a comme le texte derrière n'est pas adapté pour pour les jeunes en tant que tels, malgré que, oui, vous pourriez quand même très bien lire puis comprendre tout ce qui se passe. Mais donc, dans un premier temps, ça. Et comme je disais brièvement, le projet, l'espèce de Google Search, qu'on entre une activité puis on voit c'est quoi le lien avec les insectes, ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai envie de faire comprendre que, OK, si tu veux continuer à aller pêcher le week-end, ben les insectes, ils sont pour quelque chose. T'sais. Donc, je trouve que il y a une base de données que, si jamais vous voulez ressortir avec une information vraiment cool, ça s'appelle asknature.org, demandons à la nature, et c'est un Google
et tu entres, OK, comment on fait pour gérer le stress? Et cette banque de données-là va aller voir les solutions qui existent dans la nature pour qu'on puisse en inspirer plus que antidépresseurs ou bien XYZ. Donc, c'est de voir comment la nature opère pour régler les problèmes. Stress. OK, comment on illumine une pièce? Comment on peut aller plus vite? Comment on peut œuvrer sous l'eau? N'importe quoi, tu le rentres et ils vont aller regarder comment ça s'opère. Sinon, what's next? Je pense que je vais juste me reposer un peu parce que ça a été quand même demandant, mais ce que je trouve fascinant, en fait, dans ce début de projet de Entomofonte et plus généralement EXA, c'est que ce travail interdisciplinaire entre la biologie et le design est tellement un terrain fertile, il y a tellement de choses à faire. En fait, tu viens de me faire réaliser sur mon site web, qui est en construction, la première chose qu'on lit, c'est « Mon rêve, c'est de faire pousser mes vêtements ». Et c'est encore ça aujourd'hui. J'ai envie de faire pousser mes vêtements et que tout ce que je peux porter soit se biodégrade ou bien qu'il n'y ait pas d'empreinte de mon passage, finalement. Fait que tout ce qui est à la croisée de la biodiversité et du design, pour moi, est quelque chose d'extrêmement fascinant. Donc, je laisse couper sur mon costume d'Halloween, mais vous allez voir l'année prochaine. Ça va être quoi? Merci. Oui, bonjour. Comment fait-on pour aimer les punaises de lit? Je pense qu'il n'y a pas de bonne façon. Je ne pense pas qu'il y ait une bonne façon d'aimer les punaises de lit, mais les punaises de lit sont nuisibles juste quand elles sont chez vous, dans vos maisons et dans votre lit. Sinon, en tant que telles, mais non, il n'y a pas de façon de les aimer, désolée. Alors là, les coquerelles, moi, je les aime beaucoup. Là, vous voyez sur le haut, c'est Pseudoglomeris magnifica. C'est, selon moi, la plus belle blatte, la plus belle coquerelle. On l'avait à l'insectarium, on l'a élevée pendant longtemps. La femelle prenait soin de ses bébés. C'était magnifique. Elle est magnifique. Elle est vert iridescente et elle se met en boule un peu comme un cloporte. On a des blattes géantes magnifiques aussi, avec des grandes ailes. Puis une blatte, quand on l'observe de près, quand on est capable de prendre le temps de la filmer en macro, parce qu'il y en a qui sont assez grandes, mais sinon on est capable de la voir de près. Ça a vraiment des airs de menthe religieuse parce que c'est proche au niveau de l'évolution, une menthe religieuse d'une coquerelle. Donc au niveau de la tête, au niveau de... C'est très élégant. La façon dont ça fait sa toilette, je vous assure, c'est très beau une blatte. Oui, quand elle faisait sa toilette, on aurait dit un petit chat. Elle passait sa patte par-dessus ses antennes, puis oui, c'est vrai. Que pensez-vous des insectes au niveau de l'alimentation? D'où vient la question? Ici. Ah, bonjour. Mon avis personnel ou la vie en général, l'utilité en général de consommer des insectes. Oui, comme on le sait, au niveau des chiffres, consommer des insectes, c'est beaucoup moins polluant que de consommer du bœuf, du porc. Donc, ça prend beaucoup moins d'espace, beaucoup moins d'eau. Il y a beaucoup plus de protéines par gramme consommé. Donc, au niveau de l'aspect empreinte écologique, au niveau de l'aspect nutritif, il y a beaucoup d'avantages à consommer des insectes. Il y a énormément de pays dans le monde qui en consomment, qui en ont toujours consommé, qui en consomment dans l'alimentation de tous les jours. Donc, c'est vraiment dans nos pays occidentaux qu'on trouve ça un peu bizarre, mais dans de nombreux pays, c'est normal. Après, au niveau des élevages d'insectes qui arrivent, on parle donc des élevages pour l'entomophagie. Ça dépend encore de la façon dont c'est fait, parce qu'on en parlait juste avant, justement. Donc, c'est un peu comme tous les élevages. Dès qu'on a un élevage intensif dans pour n'importe quel type d'animaux, ça peut poser des problèmes éthiques. Donc, pour les élevages d'insectes, c'est pareil. Il faut encadrer, en fait, le type d'élevage lorsque on le fait pour la consommation humaine.
Le stress qu'on peut occasionner, c'est ça, parce que les insectes, comme on a tendance à les considérer comme des objets et pas comme des animaux, il y a beaucoup moins de contraintes, si on veut, à ce qu'ils soient entassés tous dans un bac pour un élevage, par exemple, et puis on se dit, ah, ben, ils sont pas stressés, ils ressentent pas la douleur, on peut en mettre 2000 dans un bac pour l'élever, pour la consommation. Donc, c'est tous ces aspects de la façon dont l'élevage est fait qui sont à se poser. Mais la consommation en tant que telle, oui, elle est beaucoup moins polluante. Camille, merci. L'exposition est super belle. C'est vraiment les couleurs et tout ça, mais pour chaque lettre, comment as-tu fait pour choisir quel insecte utiliser? Parce que tu dois en avoir quelques A, quelques B, quelques C, je ne sais pas. Tu peux faire un autre alphabet. Oui. Il y a en effet des lettres que je vais refaire, comme le M, entre autres. Au Salon des insectes, c'était pas le préféré de tout le monde parce que les gens le voyaient trop poilu. Ils voyaient déjà une araignée, mais en soi, c'est pas une araignée, c'est une... attendez, je vais dire la vraie espèce. C'est une abeille asymétrique perse. Mais quand on la regarde derrière, elle est vraiment cute. Ça a l'air comme un teddy bear, tu sais. Mais je vais la refaire parce que les gens, on dirait qu'ils n'ont pas envie de la regarder, puis ils n'ont pas envie de prendre la carte en proprement parler. C'est ta préf? Yes. Donc, pour revenir à la question, en fait, c'était l'insecte qui me guidait par sa forme. Tu sais, entre autres, je regarde le G, le scarabée, ça m'a comme sauté au visage qu'il y avait vraiment comme le début d'un G que je pouvais utiliser. Donc, c'est l'insecte à proprement parler qui... Je l'observais, je me disais, y a-t-il quelque chose à faire avec ça? Aujourd'hui, je travaille mon J. Et là, je passe au travers de ma banque d'images. Et là, je regardais, je pouvais être là pendant 1h15 à juste regarder plein d'images. Puis là, je suis comme, OK, c'est laquelle qui ressemble le plus à un J? Et je mentionne celle-là parce que ça a été une des plus toughs, parce que je voulais comme conserver le plus possible la forme originale. Donc, c'est eux qui me dictent, c'est eux qui me donnent, ouais, qui m'inspirent, exact. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi vos insectes préférés, puis ceux que vous aimez le moins? Pourquoi? Moi ou Camille? Vas-y. OK. En général, j'aime beaucoup les coléoptères parce que c'est... J'ai pas une espèce préférée, mais j'aime beaucoup les coléoptères parce que c'est comme des bijoux en soi. Et ils sont vraiment fascinants. Il y en a qui vont creuser des mètres sous la terre pour pouvoir cacher des choses, déterrer. C'est vraiment des ingénieurs, les insectes. Ils sont fascinants. C'est des architectes aussi. Donc, j'ai pas une espèce en tant que telle, mais les coléoptères me fascinent. Mon insecte préféré, c'est la famille des coccinelles. Il y en a vraiment beaucoup. Beaucoup d'espèces, comme ça, c'est à peu près 80 espèces au Québec, mais à travers le monde, il y en a des centaines d'espèces. J'irais un peu comme Camille, c'est pas très original. Les coléoptères, en général, c'est pas mal les insectes préférés des entomologistes parce que ça a des colorations assez iridescentes, des carapaces dures, des fois ça peut avoir des cornes, mais j'ai plein d'autres familles que j'aime, comme la famille des membracidés. On appelle ça des mini-monstres, en fait. C'est magnifique. C'est pas du tout des monstres, c'est magnifique, vous pourrez aller voir ça. Je les aime tous, en fait, c'est un peu dur. Les insectes que j'aime le moins, il y en a un que j'aime moins, mais je l'aime moins quand il est sur moi, sinon son utilité est tellement importante, c'est le moustique, mais c'est la base de la chaîne alimentaire, puis c'est la base de l'alimentation des libellules, des poissons, des grenouilles, donc je veux surtout pas qu'ils disparaissent, mais j'avoue que j'ai du mal avec les moustiques. J'ai dû avoir un projet de recherche sur les moustiques, puis il fallait que je reproduise des moustiques, et puis c'était vraiment le pire projet de recherche que j'ai eu, c'était sur les moustiques.
Mais je reconnais son utilité, puis je veux vraiment pas le voir disparaître. Mais quand j'étais à l'insectarium, j'ai travaillé aussi beaucoup avec d'autres arthropodes que les insectes. Donc là, j'ai vraiment appris à aimer beaucoup les mille-pattes, donc comme les mille-pattes géants. Mais là où j'ai eu beaucoup, où j'ai appris beaucoup, c'était avec les araignées, les mygales. Donc on a élevé beaucoup de mygales. J'étais responsable de l'élevage de mygales pendant 6-5 années. Et j'ai adoré. Il y avait énormément de choses à apprendre dessus, donc c'est ça. Donc, je voulais savoir, est-ce que des insectes peuvent manger d'autres insectes? Oui, bonne question. Il y a des insectes qui mangent d'autres insectes. Il y a donc ils sont carnivores. Il y a des insectes phytophages qui vont manger des plantes. Il y a des insectes qui vont manger des champignons. Il y a de tout dans les insectes, en fait. Tantôt, on m'a posé la question « What's next ?» J'ai oublié de mentionner que on a mis un projet en pause, mais c'est une des raisons pour laquelle on est encore bien en contact, Jennifer et moi. On voulait faire un projet interdisciplinaire avec Jennifer qui représente le chapeau de la biodiversité, moi le design, une autre personne qui est à l'écriture et une autre personne qui est réalisatrice chez Roméo. Et de faire un projet, un court-métrage sur les... on n'a pas choisi encore notre espèce, mais de faire un court-métrage sur une espèce, peut-être menthe religieuse, mais de la façon la plus cool ever. Génial. Est-ce qu'on aurait le temps peut-être pour une dernière question? Sinon, on va terminer là-dessus. Je pense que Anne-Sophie, tu avais une question plus tôt en soirée, tu me disais... Allô Camille. Ma question s'applique à toutes les deux. En fait, est-ce qu'il y avait un insecte dans votre jeunesse qui vous faisait particulièrement peur, que vous voyez particulièrement comme une menace et qui aujourd'hui fait partie de vos insectes préférés? Et pourquoi, évidemment? Alors, j'ai jamais eu peur des insectes, au contraire. Moi, j'ai vécu à la campagne. Mes parents adoraient les animaux, les plantes. Moi, les menthes religieuses, ça me fascinait déjà très tôt quand j'étais petite. J'ai jamais eu peur des insectes, j'ai jamais eu peur des araignées. Alors, j'ai juste continué à m'émerveiller et en apprendre de plus en plus. Désolée, je suis désolée. Il n'y a pas une espèce où est-ce que j'étais complètement en dégoût total, mais je me rappelle d'être dans un jardin, puis c'est comme... J'étais assez jeune, je voyais un gros bourdon. C'est comme un ours qui vole, là, c'est très, très lent. Et là, j'ai juste pris mes 2 mains autour et je l'ai enfermé comme ça. Et évidemment, il s'est protégé, il m'a piqué. Et là, ça a comme été la réalisation que, oh mon Dieu, cette petite chose peut me faire aussi mal. Donc, j'ai eu comme un... C'était pas un traumatisme, mais il y a eu un moment d'inconfort. Mais aujourd'hui, les voir comme dormir dans des fleurs... ils sont 6, là. Ils peuvent être un à côté de l'autre. Je veux dire, c'est tellement cute. Donc, il y avait un début de relation peut-être négatif, puis aujourd'hui, it's all good. Et toi, y a-t-il une espèce que quand tu étais jeune, t'aimais pas, puis aujourd'hui, you love them? Tu les aimes tous. On va avoir une conversation au micro. OK. Salut. Moi aussi, je vis à la campagne. Et on a beaucoup de coccinelles. Comme beaucoup de coccinelles. Oui, en fait, c'est une espèce de coccinelle. C'est la coccinelle asiatique. C'est ça. C'est une espèce exotique qui a été introduite il y a une 20aine d'années. Et si on veut être plus gentil avec ces coccinelles-là, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils ne soient pas dans la maison? Alors déjà, est-ce que votre maison, elle est blanche? Non. D'accord. Donc, quand on a une maison blanche en campagne, entourée de forêts, c'est l'idéal pour que les coccinelles asiatiques viennent se réfugier dedans. Pourquoi? Parce que la coccinelle asiatique, donc, elle a été importée d'Asie, volontairement en passant, il y a de nombreuses années comme agent de lutte biologique. Puis ça, c'était aux États-Unis, puis elle a migré tranquillement jusqu'au Canada. Et en Asie, elle hiberne contre les parois de calcaire.
donc des grandes parois blanches. Elle hiberne là au soleil. Ici, donc, elle a tendance à être attirée par des maisons blanches qui ont le même reflet qui lui rappelle donc, les maisons de calcaire. Aussi, quand vous êtes entouré de forêts, c'est vraiment des habitats propices pour les coccinelles. Et c'est une espèce, comme elle est comment s'appelle, exotique, introduite, elle n'a pas encore développé les mécanismes, et peut-être qu'elle les développera jamais, pour passer l'hiver au Québec. Donc, toutes nos coccinelles hibernent au Québec. Elles passent l'hiver sous la litière de feuilles. Il y en a énormément qui meurent durant l'hiver de froid. Elle, son truc, c'est qu'elle rentre à l'intérieur des maisons et qu'elle hiberne dans la maison pour pouvoir survivre. Donc, c'est aussi son succès d'établissement. Donc, c'est la seule qui a ce comportement. Donc, ensuite, pour éviter qu'elle rentre dans la maison, il faut calfeutrer absolument chaque petite fissure de votre maison. Donc, il n'y a pas vraiment de solution, malheureusement. À moins de bien calfeutrer, comme je dirais, la maison, mais ce n'est pas évident. Par contre, une fois qu'elles sont à l'intérieur, elles hibernent. Donc, elles ne vont pas manger les matériaux, elles ne vont pas faire de dégradation, quoi. La seule chose, c'est qu'elles sont capables, elles émettent un petit liquide orange ou jaune quand elles se sentent menacées, ou qu'elles ont peur, ou qu'elles sont stressées. Et parfois, ce petit liquide, certaines personnes peuvent être allergiques. Mais c'est rare, on va s'entendre. C'est juste qu'au printemps, des fois, il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont des coccinelles chez eux. Et au printemps, les premières chaleurs, ils en voient des dizaines dans leurs fenêtres parce qu'elles sortent des murs pour aller dehors. Donc, c'est pour ça que les gens se sentent envahis, mais elles ne vont rien faire à votre maison, elles ne vont rien détruire. C'est juste qu'elles passent l'hiver dans un petit coin de votre toit. C'est ça. Génial. Ben, écoutez, ça conclut cette période de questions et j'en profiterai pour plugger la continuité de cette expérience-là. C'est ça, les mini-monstres. Les mini-monstres, les membracidés, c'est cette famille-là. Ils sont fascinants. Vraiment, la shape est incroyable. Ils ont des cornes, ils ont des pointes, ils ont des colorations incroyables. Il y en a qui imitent comme des serpents qu'ils ont sur leur tête pour essayer de faire fuir les ennemis alors que ça fait 2 mm de haut. Ça prend beaucoup soin de ces petits. Il y a les mâles qui ont des rituels de taper sur les branches pour attirer la femelle. C'est fascinant. Ces insectes-là sont fascinants. Donc, c'est la lettre A. Et donc, c'est ça, tout ça pour dire que vous avez le QR code. Peut-être que vous ne serez pas capable de l'atteindre, mais donc l'expérience ici continue sur le web à l'adresse exa.buzz. Puis, vous pouvez en apprendre beaucoup plus, pas beaucoup plus, vous pouvez en apprendre davantage sur les espèces. Donc, il y a le format ici imprimé, mais sinon, si vous voulez continuer votre connaissance, votre rencontre des insectes, ça se passe à exa.buzz. Merci beaucoup à tous d'être là. Ça me fait vraiment chaud au cœur.